Je vous remercie. Je voudrais commencer par dire merci aux organisateurs de ce colloque qui ont bien voulu m'associer et me permettre de m'essayer à l'exercice. Je remercie également le panel, les personnes qui sont présentes, le professeur Régis Vap et M. Amidou Tangara, le docteur Amidou Tangara, que j'ai eu le plaisir de découvrir dans les mails que nous avons échangé justement à ce sujet. J'ai eu un petit souci technique avec ma présentation que j'ai essayé de corriger. J'espère qu'il ne transparaîtra pas dans ma présentation. Alors, le terme dialogue a été à l'origine. J'interviens sur... Il n'est pas projeté. Le thème encourager le dialogue entre les institutions dans l'espace OHADA. Je voudrais dire que la question du dialogue, bien évidemment, est très habituelle des échanges ou des colloques ou des rencontres scientifiques au sujet de l'OHADA, particulièrement en rapport avec les organisations qui, avec elles, réalisent l'intégration du droit dans le même espace. Et cela dit, je note que, à l'origine, le mot dialogue a été abondamment utilisé par les philosophes, Platon et Aristote, pour désigner les entretiens philosophiques. Et en devenant un mot usuel de la langue française, il permet littéralement de nommer la conversation entre deux ou plusieurs personnes sur un sujet défini. Dans le vocabulaire syndical, c'est une conversation ou une discussion, une négociation menée avec la volonté commune d'aboutir à une solution acceptable par les deux parties en présence. Pour les situations de coexistence d'ordre juridique, dans lesquelles des normes potentiellement concurrentes s'entremêlent et imposent à chaque juge de défendre le système dont il relève, il se forme certainement la nécessité de recourir à un dialogue des juges. Le terme, bien évidemment, la paternité de ce terme revient à Bruno Genevois et on entend par dialogue des juges le phénomène de confrontation des juges qui ne parlent pas la même langue juridique et qui n'ont donc pas le trait d'union indispensable au dialogue. Il est alors destiné à désamorcer la complexité juridique et favoriser la sécurité des destinataires du droit. De toute évidence, le vocable dialogue dans chacune de ses appréhensions charrie une connotation et même un timbre rassurant, voire apaisant, tant son expression est liée aux situations dans lesquelles son absence pourrait entretenir l'incompréhension, l'opposition ou le conflit. Rapporté aux institutions et plus précisément à la sphère des organisations régionales qui assurent l'intégration du droit et de leurs États membres, il se réfère certainement à la mise en place de tout cadre formel ou informel d'échange propre à garantir la coordination de leurs actions et neutraliser la formation ou les effets des conflits, notamment de normes et de compétences. Il ne se limite donc pas au seul dialogue des juges évoqué par Bruno Genevois, il englobe les mesures diplomatiques susceptibles d'être entreprises pour garantir la fluidité des interactions interinstitutionnelles et au-delà, toute mesure qui pourrait être mise en œuvre en faveur de la coordination des différentes institutions concourant à des finalités susceptibles de se recouper. En ce sens, il recoupe le champ sémantique de la problématique de la rationalisation, qui est familière aussi des études sur les organisations d'intégration régionale en Afrique. Bien que d'apparence facile, la définition de l'espace OHADA peut être équivoque. En première analyse, elle se réfère à la somme des États parties de l'OHADA. Cette définition est validée par
le critère, pas la réalité géographique, je vous en prie. Évidemment, elle ne révèle pas la vision que porte cette organisation, laquelle se projette un espace bien plus vaste expressément et à la conquête duquel convergent nombre des actions concrètes qui sont entreprises. Cet espace prospectif est induit au-delà de la simple référence à l'Afrique dans la désignation de l'organisation par une vocation parfaitement continentale, expressément inscrite dans les stipulations de l'article 53 de son traité institutif, qui ouvre l'adhésion à tout État membre de l'OUA et tout autre État membre de l'OUA invité à y adhérer du commun accord de tous les États partis. Il existe de la sorte une dichotomie entre l'espace OHADA réel existant et clairement déterminé et l'espace potentiel qui est à la fois rêvé et recherché. Certainement, cet espace correspond aux perspectives d'extension, notamment territoriale de l'OHADA. Ce constat n'infère pour autant pas l'inutilité de la considération de l'espace actuel et réel dans la perspective de cette analyse. Plusieurs institutions modèlent en effet cet espace et sont engagées comme l'OHADA à l'œuvre de l'intégration du droit de leurs États membres. Elles portent traditionnellement la dénomination d'organisation d'intégration régionale et la prise en compte de l'étendue de leurs compétences d'attribution permet de distinguer entre les communautés économiques régionales et les organisations purement techniques d'intégration juridique. À l'instar de leur devancière, l'Union européenne, les communautés économiques régionales sont investies de la double mission d'intégration du marché et du droit. Il s'agit principalement, en l'occurrence, dans cet espace, de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, de la CEEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, de l'UEMOA, Union économique et monétaire de l'Afrique ouest africaine, de la CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, et dans une certaine mesure de la CENSAD, sur laquelle nous ne nous attarderons pas particulièrement. Les organisations techniques d'intégration du droit assurent au même titre que l'OHADA uniquement une mission d'intégrer des matières du droit des affaires qui leur sont confiées. C'est le cas de l'OAPI dont nous avons parlé ce matin, de la CIPRES, Conférence interafricaine de prévoyance sociale, et de la CIMA. Concrètement, une pluralité d'organisations se trouve alors en charge de l'intégration du droit des affaires dans un environnement identique. Certaines d'entre elles sont constituées en véritable système juridique, c'est le cas des communautés économiques régionales, alors que d'autres sont beaucoup plus des organisations techniques. Pourquoi paraît-il nécessaire d'encourager le dialogue entre elles? Quelles mesures concrètes sont susceptibles d'être envisagées? On peut se poser cette question, mais celle qui nous semble celle qui nous semble centrale pour aborder ce thème et qui bien évidemment recouvre ces questions précédentes est de savoir si la situation du dialogue entre les organisations investies de la mission d'intégrer le droit des affaires dans l'espace OHADA est satisfaisante, ou plutôt, pour se rapprocher davantage du thème de ce colloque, est-elle de nature à garantir l'extension de cette organisation? Nous dirons que certainement dans l'espace OHADA, la nécessité du dialogue constitue ce qu'on est établi du fait du recoupement des compétences attribuées aux organisations à l'œuvre de l'intégration du droit des affaires de manière plus ou moins imparable dans leur dynamique. Il s'impose alors pour les institutions de devoir se parler afin de trouver un ajustement utile à leurs engagements. Il se peut de la sorte que le dialogue permet de garantir deux finalités: prévenir les conflits ou les résoudre. Aussi, l'encourager devient-il un enjeu important de sécurité juridique et de toute évidence une assurance pour les perspectives
d'extension de l'OHADA. On remarquera que le besoin de dialogue se trouve exprimé dans un environnement pluri-organisationnel non accordé pour en assurer la satisfaction. Ce sera la première articulation de notre propos. Et des perspectives de raccord en vue de la facilitation du dialogue interorganisationnel peuvent être envisagées. Ce sera le deuxième point de notre analyse. Alors, le dialogue est un besoin exprimé dans un environnement pluri-organisationnel non accordé pour en assurer la satisfaction. Nous disons que le besoin de dialogue entre les institutions investies des missions d'intégrer le droit dans l'espace OHADA relève de l'évidence. Il se heurte malheureusement à un environnement organisationnel qui rend sa pratique plutôt difficultueuse. L'évidence du besoin de dialogue entre les institutions de l'espace OHADA tient de ce que nous observons en petit 1 de ce que leurs domaines de compétences se recoupent et par ailleurs de ce que la pratique a davantage par ailleurs la pratique a davantage contribué à relever ce besoin. Alors, sur le recoupement des domaines de compétences des différentes organisations, nous savons bien évidemment que l'OHADA, dont le champ de compétences est déterminé à l'article 2 du traité, assure des missions qui sont précisées et une part de ces missions n'est pas clairement précisée et reste à déterminer selon que le Conseil des ministres de l'OHADA le décide, le choisit, selon l'opportunité bien entendu, en fonction des objectifs du traité. Seulement, cet état des choses est justement l'une des causes qui justifie le besoin de communication, le besoin de dialogue entre les différentes organisations, parce que le domaine de l'OHADA étant étendu, forcément, il se confond au domaine des autres organisations où il est susceptible d'être confondu à ces autres domaines. Et justement, on remarque un recoupement du domaine de compétences de l'OHADA avec celui des organisations communautaires, par exemple. On sait qu'il est la mission des organisations communautaires que sont dans l'espace OHADA, la CEMAC, et lui et moi, est d'intégrer non seulement les marchés, mais d'intégrer le droit. Et cela n'est pas une nouveauté. C'est d'ailleurs ce qui est habituellement fait dans l'Union européenne. Et on sait que dans l'Union européenne, c'est bien évidemment, non, il n'y a pas une structure particulière qui est engagée à l'œuvre d'intégration du droit des affaires. C'est bien l'Union européenne qui, certes de manière moins avancée que l'OHADA actuellement, prend en charge cette mission. Du coup, le besoin de dialogue est établi entre les organisations communautaires et l'OHADA en raison de ce recoupement de leurs compétences, l'OHADA étant investi, pareillement aux organisations communautaires, d'une mission d'intégration du droit des affaires. On observe également ce recoupement entre les compétences de l'OHADA et les compétences des organisations techniques d'intégration du droit des affaires. J'ai noté particulièrement l'OAPI dont nous avons parlé ce matin. Et nous pouvons également la conférence interafricaine des marchés d'assurance que nous notons et nous relevons particulièrement que son article 7 est assez clair sur l'engagement de cette organisation pour l'intégration des matières qui relèvent du domaine du droit des affaires. Le même constat est fait quand on parle de la conférence interafricaine de prévoyance sociale, la CIPRES, qui également est engagée à fixer des règles communes de gestion applicables aux organismes de prévoyance sociale. Et ce besoin est d'autant plus marqué que toutes ces organisations sont autonomes et étant autonomes, elles ne se trouvent pas placées sur un plan hiérarchique, de manière à ce que l'une d'elles soit, par exemple, assujettie, parce qu'elle est assujettie à une autre, ou bien parce qu'elle est dans une position hiérarchique inférieure à une autre, soit appelée à
se soumettre d'office, comme on le verrait par exemple dans le rapport entre l'ordre juridique communautaire et l'ordre juridique interne. Du coup, le besoin de dialogue est induit de cet état, de cette situation d'autonomie des différents ordres juridiques. Et au-delà, il existe des champs réels de conflit et potentiels entre ces deux organisations, toujours pour exprimer le besoin de dialogue entre elles. Il y a des champs réels et des champs potentiels de conflit. On note par exemple la question du droit bancaire qui se trouve saisi par le droit OHADA, en ce que le droit OHADA est le droit commun des sociétés. Toutes les banques, par exemple, dans l'espace africain, doivent être constituées sous la forme sociétaire. Forcément, c'est le droit OHADA qui est en jeu. Par contre, dans le domaine technique, les règles techniques de fonctionnement des banques ne sont pas régies par l'OHADA, mais plutôt par les communautés, la CEMAC en Afrique centrale et l'UEMOA en Afrique de l'Ouest. Cela dit, nous avons, dans cette première sous-partie, présenté ce qui nourrit le besoin de dialogue dans les relations entre les différentes organisations, et nous observerons cette fois-ci, dans une deuxième partie de la première articulation, que la pratique de ce dialogue est effectivement difficultueuse. Pourquoi? Déjà, sur un premier plan, parce qu'il y a comme un corset de l'agencement autarcique, un corset en raison de l'agencement autarcique des organisations en charge de l'intégration du droit des affaires. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par agencement autarcique? Chacune des organisations, que ce soit l'OHADA, la CIMA, la CIPRES ou l'UEMOA ou la CEMAC, sont des organisations qui sont non en plus d'être autonomes, qui sont autarciques en ce que aucun lien n'est fondamentalement établi entre elles et d'autres organisations. Elles constituent des systèmes juridiques totalement à part, qui n'ont pas de passerelle qui aurait été établie dans leur texte, dans leur droit primaire avec d'autres organisations. Du coup, on se retrouve avec cet état de la situation dans un contexte où il est difficile d'entretenir un dialogue parce que forcément retenu par le blocage de l'autonomie, de l'autarcie. Pareillement, c'est tout à fait par conséquence, on sait que l'autarcie ne permet pas que des passerelles que l'on voit habituellement entre les juridictions ou entre les organisations soient établies entre elles. Nous pensons par exemple au mécanisme du renvoi préjudiciel ou de l'avis qui sont habituellement pratiqués pour faciliter entre les organes juridictionnels particulièrement des échanges et assurer la sécurité juridique du moins pour que les différentes organisations ne se trouvent pas en parfaite disharmonie. Alors, on note aussi une insuffisance des actions des différentes organisations, puisqu'il faut dire que la difficulté de dialogue se ressent avant tout par les différents acteurs de l'intégration eux-mêmes. Nous pensons particulièrement aux organes, aux institutions de ces différentes organisations qui se trouvent les premières confrontées aux besoins de dialogue, et on note une insuffisance de leurs actions parce qu'il y en a qui ont été entreprises pour satisfaire ce besoin. Nous pouvons envisager par exemple sous l'ère du professeur Dorothée Kossi-Sosa, alors secrétaire général de l'OHADA,
un certain nombre de conventions de coopération qui ont été nouées avec des organisations, notamment l'OAPI dont on a parlé ce matin, l'UEMOA aussi et la CEMAC, mais seulement ces conventions de coopération n'ont pas permis d'établir des cadres de dialogue qui puissent être profonds, en ce que les aménagements qu'ils permettent, c'est par exemple la participation aux réunions les unes des autres, sans que les participants n'aient véritablement le pouvoir d'influencer de manière sérieuse les rencontres, les actions qui sont menées. On peut également noter, toujours dans le même sens, de la difficulté de réussir le dialogue, l'effet des rencontres interjuridictionnelles qui ont également été instituées, mais qui permettent uniquement aux juges de se rencontrer, de pouvoir échanger, et non pas de traiter comme on le ferait dans une procédure de renvoi préjudiciel des problèmes auxquels ils font face, des affaires qu'ils sont appelés à traiter. Du coup, ayant présenté cet état de la situation, ayant démontré qu'il y a un besoin de dialogue, malheureusement, pour lequel des structures ou des aménagements n'ont pas été prévus pour la satisfaction, il importe cette fois-ci, par la suite, d'observer en deuxième partie, en deuxième articulation, les perspectives de raccord en vue de faciliter ce dialogue. Nous dirons d'entrée de jeu que la doctrine s'y est intéressée et que des approches particulières ont été envisagées. Alors, l'une des plus connues, c'est l'adhésion des communautés. C'est l'adhésion des communautés à l'OHADA. Et le but étant de réaliser par cette adhésion, que cette adhésion permette de réaliser une structure dans laquelle le dialogue se manifeste tout naturellement, parce qu'alors, en raison du principe hiérarchique, les juges communiqueront par exemple par le mécanisme du renvoi préjudiciel et la procédure d'avis pourra être envisagée. Alors, dans la doctrine particulièrement, elle a été envisagée par le professeur James Mwangi Kobila et repris dans certaines thèses, dont celle d'Emmanuel Cagissier. Mais il faut dire que cette mesure avait été entrevue beaucoup plus longtemps par le professeur Luc Marius Ibriga, qui conseillait à l'égard de l'OHADA, et compte tenu de l'ambition de cette organisation de couvrir tout le continent et non pas seulement de se limiter aux 15 pays qui en étaient membres à l'époque. Il disait qu'il y avait lieu que les deux autres organisations, que sont la CEMAC et l'UEMOA, puisque nous parlons des organisations communautaires, dans cette mesure, lui attribuent, et c'est là de façon expresse, la fonction de centre principal de législation en matière de droit des affaires. Une autre mesure qui a été envisagée par un autre auteur tout aussi connu est celle de la spécialisation des différentes organisations. Il s'agit particulièrement du professeur Filiga Michel Savadogo, qui déclare exactement que l'OHADA pourrait connaître non seulement des matières citées à l'article 2 et de son traité constitutif, mais également de l'ensemble du droit privé des affaires, tandis que l'UEMOA et la CEMAC se cantonneraient au droit public des affaires ou au droit public économique, ce qui veut pratiquement dire le droit du marché, le droit qui permet de constituer, de former un marché. On peut formuler quelques critiques sur ces propositions de la doctrine qui tendent particulièrement à soumettre les communautés à l'OHADA, étant entendu que dans la logique de l'intégration régionale, et si l'on se réfère par exemple au modèle européen, le droit des affaires accompagne une procédure, l'intégration du droit des affaires accompagne une dynamique globale, une dynamique qui est plus importante et qui est la dynamique de l'intégration régionale en elle-même. De sorte que
le droit des affaires est juste un instrument qui est utilisé dans le mécanisme de l'intégration qui est avant tout un phénomène économique. Ce qui fait que si l'on retient des solutions qui tendent à soumettre les communautés qui sont supposées porter le projet d'intégration économique à une organisation technique, on pourrait trahir le but même de l'intégration économique ou bien se perdre dans la démarche, étant entendu que c'est bien l'intégration économique dans ce sens, suivant les modèles classiques que nous connaissons par ailleurs, que nous observons par ailleurs de l'Union européenne, c'est bien l'intégration économique qui oriente l'intégration juridique et qui d'ailleurs a inspiré l'un des principes de l'intégration du droit des affaires dans l'Union européenne, qui est le principe de l'effet utile du droit des affaires. Donc, pour les voies nouvelles, nous dirons rapidement sur les voies nouvelles qui peuvent être envisagées qu'une possibilité est offerte dans l'exploitation, quand on observe le droit européen, c'est la mesure de l'accord d'association. L'accord d'association qui est prévu dans le droit européen est un moyen qui permet à l'Union européenne notamment de se mettre avec d'autres organisations ou d'autres États à vue de la réalisation d'un objectif commun. L'accord d'association est prévu aussi dans les traités OHADA et UEMOA, les traités CEMAC et UEMOA, et il pourrait être utilisé en ce sens que l'association permet de créer un cadre dans lequel les différentes organisations peuvent se parler, les différentes organisations peuvent s'échanger, peuvent s'harmoniser, et nous entrevoyons justement dans le mécanisme de l'accord d'association le lieu dans lequel la pratique des clauses de neutralisation qui, par exemple, ne peut pas être opérationnelle dans la configuration actuelle, pourra permettre d'élever le dialogue, non pas pour qu'il soit pratiqué, mais de rendre le dialogue moins nécessaire, de rendre le fonctionnement des institutions moins dépendantes du dialogue, parce qu'alors, ces clauses, leur pratique permettrait simplement d'éliminer les conflits qui rendaient nécessaire le dialogue. Également, nous entrevoyons, toujours dans cette approche de l'accord d'association, une possibilité pour les différentes organisations, par exemple, d'adopter une disposition qui serait comparable à l'article 30 de la Convention de Vienne sur les traités, qui justement permettrait de traiter spécifiquement les conflits qui se posent entre les organisations d'intégration. Je voudrais rappeler rapidement que l'article 30 de la Convention de Vienne sur les traités ne traite que des traités entre les États, alors que cet instrument qui émergerait dans le cadre d'un accord d'association serait un instrument propre à traiter les conflits susceptibles de naître entre organisations d'intégration. Une toute dernière mesure qui pourrait être envisagée par rapport spécialement à l'OHADA et aux communautés, ce serait toujours inspiré de la dynamique européenne, l'agenciarisation de l'OHADA. L'OHADA pourrait devenir une agence tout simplement qui assure l'intégration du droit des affaires de manière à ce que l'organisation soit non pas soumise, mais agencée aux communautés économiques régionales. Et nous entrevoyons dans cette dernière mesure, par laquelle nous sortons de notre communication d'ailleurs, le lieu pour l'OHADA de séduire davantage dans un contexte d'intégration africain où on lui prête généralement la qualité d'être une organisation figée à deux espaces. Or, si l'OHADA devient une agence de l'intégration et qu'elle associe dans la dynamique d'agenciarisation son ouverture qui a été entamée de manière à ne plus être totalement ancrée dans le droit continental, alors elle pourrait, en tant qu'agence, plaider, continuer de son opération de séduction, non plus seulement étant perçue comme un instrument réservé
aux pays francophones, mais comme un instrument qui a su s'adapter, qui ne se met pas au même niveau que les communautés, mais qui accomplit bien la mission d'intégration du droit, la mission technique d'intégration du droit, tout en s'agençant avec les communautés. Je vous remercie.